Nos collègues de l'émission Enquête à la télévision de Radio-Canada ont présenté cette semaine un document percutant du journaliste Frédéric Zalac. Il s'intéressait à l'Empire Irving. Empire, le mot n'est pas exagéré quand on pense à cette famille qui, depuis un siècle maintenant, domine économiquement et politiquement une grande partie de l'Est du Canada à partir de son Nouveau-Brunswick natal. Les documents révélés par le travail de Zalac montraient davantage et plus clairement ce qu'on soupçonnait ou ce qu'on savait déjà depuis longtemps, mais avec tellement de détails qu'il nous oblige à y revenir. Avec notre invité en particulier, Alain Dano est professeur de philosophie à l'Université de Moncton au campus de Shippagan et auteur, je le rappelle, de Paradis fiscaux, la filière canadienne, publié chez Éco-Société en 2014, et d'un article percutant à l'époque paru dans le Monde diplomatique en 2019, La famille Irving, un féodalisme canadien. Monsieur Deneau, bonjour. Bonjour. C'est vrai que le reportage de Zalac est à voir ou à revoir même, tellement il y a d'informations là-dedans. Quoique, et je le disais, beaucoup de choses étaient connues, notamment sur, le type très particulier d'empire économique que constitue Irving, avec des possessions dans à peu près toutes les activités industrielles humaines connues, et puis aussi dans sa verticalité. Autrement dit, un modèle un peu à part. Oui, tout à fait. On s'habitue tellement au modèle d'affaires des Irving lorsqu'on est dans les maritimes qu'on finit par le banaliser. C'est une relation atavique qu'on a à ce pouvoir, à ce conglomérat, à cette souveraineté de type privé qui domine dans la région atlantique. J'entends par là les provinces maritimes, mais aussi l'Est du Québec, le Maine, la Nouvelle-Angleterre. Il s'agit d'un objet étrange que le conglomérat Irving, et on le néglige aussi quand on est au centre du Canada, là, c'est-à-dire au Québec et en Ontario. Pourtant, il y a là une sorte de laboratoire, puisque le conglomérat Irving représente, peut-on dire, le modèle inverse de la multinationale type. La multinationale type, elle est horizontale. Elle se développe le plus souvent, et ça s'est produit au 20e siècle principalement, dans une filière d'activité particulière. Les boissons gazeuses, le divertissement, les énergies, et quoi encore. Et ce que le patriarche Casey Irving, lui, a développé au Nouveau-Brunswick d'abord et dans les Maritimes ensuite, c'est un modèle dans lequel une entreprise extrêmement puissante s'impose sur un territoire restreint et agit à peu près dans toutes les sphères d'activité qu'on puisse imaginer. L'agriculture, la construction, la quincaillerie, la sécurité, l'emballage, le transport routier, portuaire, ferroviaire, le bois d'œuvre, la distribution des produits issus du bois d'œuvre et pas seulement la coupe à blanc, qui est un vrai problème ici. Évidemment, l'extraction, le transport, le raffinage et la distribution du pétrole, ce qui n'est pas rien. Le conglomérat est propriétaire de la plus grande raffinerie du Canada. Et donc, quand on est ici, on fait face à un pouvoir qui est horizontal, qui est tentaculaire et qui tend à occuper une position monopolistique ou en tous les cas extrêmement influente, au point où effectivement, vous avez raison de le dire, il ne s'agit pas seulement d'une entreprise qui fait des affaires, il s'agit au final d'un pouvoir politique qui parvient à imposer ses vues sur les différents gouvernements qui se relèvent depuis des décennies ici. Et qui a profité, et c'est ce sur quoi insiste le documentaire de Zalac, de la souplesse, de la volonté de ne pas voir ou de ne pas intervenir de nos gouvernements provinciaux, mais fédéral surtout, sur la façon dont les profits des sociétés peuvent être dirigés et soustraits au fisc canadien. Les paradis fiscaux, c'est un phénomène qu'on connaît. Irving s'y connaît depuis très longtemps, depuis au moins un demi-siècle et davantage, en fait, par le biais des Bermudes. Et là, on se rend compte que tout ça est à la limite légal ou presque totalement légal. Donc, on pourrait dire, c'est un bon citoyen corporatif, c'est juste qu'ils sont plus futés que les autres. Mais ça force, et il y a un des députés verts du Nouveau-Brunswick qui pose la question dans le document, est-ce que c'est normal qu'une société qui domine toute l'activité économique de la province ne soit pas un partenaire participant à l'économie de la province et à sa société?
Oui, c'est un enjeu sur lequel on revient toujours. J'en deviens gâteux à force d'en reparler moi-même. La question, il me semble, n'est pas de savoir si les transferts artificiels d'actifs aux Bermudes, par exemple, pour éviter de payer son dû à l'impôt dans le pays où on est effectivement en opération, si l'activité, le transfert en question est légal, la question est de se demander pourquoi cela l'est devenu dans l'histoire. Ce ne l'était pas il y a une cinquantaine d'années, où en tous les cas, on était face à des vides juridiques. Ce l'est devenu tout simplement parce que les gouvernements canadiens, et surtout le gouvernement fédéral, a rendu possible, a légalisé la capacité qu'ont les entreprises de créer des entités dans les paradis fiscaux, d'y inscrire artificiellement des actifs, de feindre d'y payer des impôts et ensuite de rapatrier ces fonds au Canada en disant j'ai déjà payé des impôts. À la Barbade, ça peut être 0,25% sur mes bénéfices. C'est dégoûtant, vous n'allez pas m'imposer une seconde fois. C'est le Canada qui a orchestré cela. Et c'est ce qui m'a amené souvent à colporter cette métaphore-là, à savoir que le système fiscal canadien fonctionne comme un poste à péage sur une autoroute avec une voie de contournement pour les voitures de luxe. C'est-à-dire que lorsque vous êtes puissant, lorsque vous gérez des entreprises, le gouvernement canadien a aménagé des échappatoires pour que vous puissiez légalement contourner le fisc. Et évidemment, on va se demander, mais pourquoi il le fait? Il n'arrive pas à financer convenablement, que ce soit lui, le gouvernement fédéral, ou les gouvernements des paliers provinciaux. Il n'arrive pas à financer convenablement les programmes dans la santé publique, les programmes d'éducation, les programmes, le système de santé lui-même comme tel, et tout ce qui concerne, au fond, la mission sociale de l'État. Et bon, la chose s'explique pour des raisons sociologiques. On le voit par la réaction du gouvernement néo-brunswickois à ce reportage de Frédéric Zalac et de Jacques Poitras, qui est de dire c'est la loi, c'est ainsi, profitez-en. Vous aussi, petit épargnant, jouez contre le système, trouvez des échappatoires, profitez des vides juridiques, tordez le sens de la loi, poussez à l'extrême les anomalies de notre système et à la fin, il n'y aura plus que des pauvres et des imbéciles pour payer des impôts. C'est ce que se trouve à dire le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick lui-même et le premier ministre. Et donc là, on est face à un problème de société. C'est qu'il va falloir à un moment donné comprendre quel est le sens de la mission sociale de l'État et le sens de l'impôt. Une fois de temps à autre, M. Deneau, on a des chefs de parti, Justin Trudeau en est un, qui élèvent la voix souvent avant une échéance électorale pour dire « Ah, l'évasion fiscale, on va s'occuper de ça, vous allez voir, ça va être payant pour l'État et ça va être terrible pour les abuseurs. » Ça ne se produit pas. Comment faire pour les dénoncer plus que vous ne l'avez fait au fil des années? Il faudra comprendre à un moment donné qu'en votant pour des représentants politiques qui prennent fait et cause pour l'entreprise privée, pour la haute finance, pour la grande industrie, qu'on élit comme population des pompiers pyromanes. C'est-à-dire des gens qui ne voient l'État que comme une sorte de grande instance d'assurance pour les affaires privées, en rendant finalement captives les populations. Ce qui me fascine, moi, dans le discours économique contemporain de la part des gouvernements, c'est d'entendre les partis politiques se targuant de connaître l'économie, se targuant d'être experts en la matière, vantant leurs mérites lors de campagnes électorales répétées, disant, nous, c'est notre affaire, l'économie, faites-nous confiance, et ce que nous préconisons pour que l'économie fonctionne bien, c'est de ne rien faire. De laisser faire le marché, de laisser le plus de latitude aux entreprises, de laisser les entreprises recourir aux paradis fiscaux pour contourner nos propres lois, de subventionner à l'aveugle les entreprises en donnant à penser que lorsque les actionnaires opulents de ces multinationales s'enrichissent toujours davantage de manière exponentielle, il y aura des miettes qui tomberont pour le petit peuple, ce qui ne se vérifie jamais. Et on les entend nous dire, à peine de manière moins caricaturale que je le fais maintenant, nous sommes très bons dans l'art de ne rien faire. Nous, on sait jouer aux fléchettes dans un bureau, on sait se tourner les pouces, on sait jouer au poker entre nous pendant que l'économie tourne, parce que ce qu'on préconise, c'est de ne rien faire. Et c'est exactement ce qu'ont répété
les représentants politiques du Nouveau-Brunswick cette semaine, mais que aussi préconisent à peu près tous les représentants politiques de ce pays, à part un phénomène politique comme Kevin Arsenault, qui est certainement un des députés les plus intéressants de tout le Canada. C'est le député vert auquel je faisais allusion tout à l'heure. Oui, exactement. On va devoir s'arrêter là-dessus, Alain Deneau, mais j'ai entendu, et comme nos auditeurs, votre cri du cœur qu'il faut malheureusement continuer de répéter. Je rappelle, notre invité est professeur de philosophie à l'Université de Moncton au campus de Shippagan. Alain Deneau, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées. Après les